Un éclair lumineux sur ta gauche. Boum! D'où vient cet éclair? Ton avion tremble, tes instruments s'arrêtent de fonctionner. Il y a 1 minute, le ciel était clair et bleu. Maintenant, il fait tout noir. Tes sens se détraquent. Tu ne sais plus où est le haut et où est le bas. C'est un sentiment étrange. Tu es en dehors du temps et de l'espace. Des éclairs jaillissent de toutes les directions. Les nuages enveloppent ton avion et le font tourbillonner. Tu prends les commandes et tu te répètes « Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir ». À travers les nuages sombres et épais, tu vois un rayon de lumière. C'est ta seule chance. Ton avion vole vers la lumière comme un papillon de nuit vers une source de lumière. Et vouf, tu sors du terrible tourbillon. Tes instruments sont revenus à la normale, l'avion ne tremble plus, tu es sauvé. C'est ainsi que les pilotes qui ont fait face à l'anomalie du triangle des Bermudes décrivent leur expérience, en tout cas dans les émissions de télévision. L'énorme bout d'océan entre Miami, les Bermudes et Porto Rico reste la zone la plus mystérieuse de la planète. Mais ce n'est pas la seule. L'Alaska a aussi son triangle. Depuis la fin des années 80, 16 000 personnes y ont disparu. Les témoins oculaires de l'anomalie du triangle des Bermudes parlent de brouillard épais, d'éclairs, de boules de lumière et d'hallucinations. En Alaska, les choses sont un peu plus compliquées. Les gens, les avions, les bateaux disparaissent sans laisser de traces. Il n'y a personne pour raconter ce qui s'est passé. En 1950, un avion a décollé d'Anchorage, en Alaska, en direction de Great Falls, dans le Montana. Il transportait 8 membres d'équipage et 36 passagers. 2 heures après le début du vol, le commandant de bord a annoncé par radio que tout allait bien. Puis, silence. L'avion de 30 mètres de long semblait s'être évaporé dans l'air. 85 avions et environ 7000 personnes ont cherché l'avion. Aucune trace. Pas même une vis, un boulon, rien. Ce mystère a rendu le triangle de l'Alaska célèbre. Si tu regardes sur une carte, c'est une zone sauvage et peu peuplée située entre Anchorage, Barrow et Juneau. Si tu connectes les points sur une carte, tu obtiens un joli triangle. On pourrait y faire tenir tout l'État de l'Oregon 2 fois. Si tu te documentes, tu trouveras d'autres zones sur la planète où des choses bizarres continuent de se produire. Sur Terre, en mer, dans le désert, dans la jungle. Les scientifiques ont encore de nombreuses questions sur ces lieux. Ils présentent tous des anomalies électriques et magnétiques extrêmes. Des avions et des bateaux y disparaissent, les gens entendent des choses, voient des choses, et en voici quelques-unes. La vallée du bambou noir en Chine ressemble à un décor de film d'horreur hollywoodien. Là-bas, tout est flippant et mystérieux. Imagine une forêt de bambous qui atteigne près de 40 mètres de hauteur. Les plantes vivent très près les unes des autres et laissent à peine entrer la lumière du soleil. Un étrange brouillard plane dans l'air. D'où vient-il et pourquoi est-il là? Personne ne le sait. Et les mystères ne s'arrêtent pas là. Depuis des siècles, des gens ont disparu dans cette vaste forêt. Les scientifiques pensent que la géologie déréglée du site est en partie responsable. Des fissures peuvent soudainement apparaître dans le sol, assez grandes pour y tomber. Il y a de brusques changements de temps et peut-être même des vapeurs toxiques. Certains arbres en dégagent lorsqu'ils tombent au sol. Il existe une longue route qui traverse le Ladakh en Inde. On l'appelle la route magnétique. Elle est en pente et semble défier les lois de la gravité. Voici ce qui se passe. Tu roules au pied de la colline, tu coupes le moteur sans serrer le frein à main et tu sors de la voiture. La voiture se met alors à monter toute seule à une vitesse de 20 km/h. Comment est-ce possible? Théorie numéro 1, la colline a une attraction magnétique incroyablement forte et elle attire les véhicules une fois qu'ils sont trop proches. L'armée de l'air indienne évite soi-disant de la survoler pour éviter toute interférence avec ses équipements. Version numéro 2, tout cela n'est qu'une illusion d'optique. Les collines environnantes semblent s'estomper à l'horizon, on dirait que la route monte, mais ce n'est pas le cas. L'immense lac Michigan ressemble davantage à une mer qu'à un lac, et au cours des 400 dernières années, 6000 bateaux y ont disparu. Pourquoi cela se produit-il? Le lac a son propre triangle mystérieux, et on compte d'ailleurs plus de mystères non résolus ici que dans le célèbre triangle des Bermudes. En 1950, le vol 2501 de New York à Minneapolis a disparu au-dessus du lac. Le sort des 3 membres d'équipage et des 55 passagers reste inconnu. En 2007, un professeur d'archéologie subaquatique a cartographié le fond du lac Michigan. Il a trouvé des pierres disposées en cercle à 12 mètres sous la surface. Elles ressemblaient un peu au site de Stonehenge en Angleterre.
Mais pourquoi se trouvaient-elles au fond d'un lac? Et qui les avait mises là? Mystère. Les archéologues ont trouvé un motif sculpté sur l'une des pierres. Son contour ressemble au dessin d'un animal. Ce n'est pas si inhabituel, sauf que cet animal particulier, qui ressemble à un mammouth, a probablement été sculpté il y a environ 10 000 ans. Le sommeil est très difficile à trouver pour les Vénézuéliens qui vivent près du lac Maracaibo. À l'endroit où le fleuve Catatumbo se jette dans le lac, il y a d'énormes orages électriques stationnaires qui peuvent durer jusqu'à 10 heures, et ce, 260 jours par an. Cela représente plus d'1 million d'éclairs au-dessus du lac chaque année. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui provoque cette foudre quotidienne. Certains pensent qu'elle est due au gaz de méthane qui s'échappe de la surface. D'autres pointent du doigt les dépôts d'uranium dans le sol. Mais aujourd'hui, la plupart des chercheurs sont sûrs que la foudre est causée par la configuration climatique de la zone. L'air froid des montagnes se heurte à l'air chaud de la mer. Résultat, beaucoup de frottement et d'humidité, la combinaison parfaite pour un feu d'artifice naturel nocturne. C'est super bruyant et un peu ennuyeux si tu vis à proximité, mais la zone est vraiment importante pour la planète. Elle aide à régénérer l'ozone de l'atmosphère. Et maintenant, celui par lequel tout a commencé, le triangle des Bermudes. Des avions, des bateaux, tous disparus sans laisser de traces. Les théories sont sans fin. Les scientifiques pensent même qu'il pourrait y avoir un énorme météore au fond de la mer qui émet sa propre énergie magnétique. Il pourrait perturber les équipements de navigation de tous ces malheureux bateaux. Et ça dure depuis un moment. Les chercheurs pensent qu'il causait déjà des problèmes à l'époque de Christophe Colomb. En ce qui concerne l'Alaska, les anomalies magnétiques sont de l'ordre de 10 à 12. Là, l'aiguille de ta boussole peut se tromper de 5, 30 ou même 60 degrés. Mais le dysfonctionnement des équipements ne suffit pas à expliquer la disparition de tant d'avions et de personnes dans ce gigantesque État américain. L'Alaska est sauvage, de hautes montagnes, des forêts à perte de vue, de la neige en hiver et une chaleur intense en été. Il y a 3 millions de lacs, 12 000 rivières et environ 100 000 glaciers, et un seul habitant au kilomètre carré. À titre de comparaison, la Californie en compte plus de 250. Tu pourrais marcher pendant des jours, des semaines, voire des mois, sans voir personne. Sauf peut-être un ours ou deux. Et le cycle des jours et des nuits peut être vraiment déroutant si loin au nord. Les touristes du monde entier rêvent d'aller en Alaska pour voir la planète telle qu'elle était avant, sans jungle de béton, sans routes infinies, sans entrepôts et sans champs de maïs. Mais ce n'est pas seulement un endroit magnifique, c'est aussi un endroit incroyablement dangereux. Tu peux te perdre en forêt, mourir de faim, être trempé jusqu'aux os, perdre ta boussole ou ton GPS. Dans les dures conditions d'Alaska, le danger est toujours au coin de la rue ou des bois. Or, la plupart des touristes n'y sont pas préparés. 80% des communautés de l'État ne sont pas reliées au réseau routier. À l'époque du Far West, les chevaux transportaient les gens, les produits et les informations. Aujourd'hui, en Alaska, tout se fait par avion. On y dénombre 9000 avions et 8000 pilotes, soit plus d'un habitant sur 100. Des changements de temps soudains, des pluies fréquentes et diluviennes, des tempêtes de neige et du brouillard. Pas vraiment les ingrédients d'un vol paisible. Les ailes des avions en Alaska peuvent se couvrir de glace. Le brouillard peut masquer les sommets enneigés des montagnes et de fortes rafales de vent peuvent faire dévier un petit avion de sa trajectoire. C'est ce à quoi les pilotes doivent faire face à chaque décollage. Et alors, cet avion qui a disparu? Les enquêteurs pensent que le Douglas C-54 Skymaster a disparu à cause du mauvais temps et que les débris ont été recouverts de neige ou sont tombés dans un lac. 5% du territoire d'Alaska est couvert de glaciers et il y a beaucoup de crevasses dans ces glaciers. Certaines assez grandes pour contenir une personne, plusieurs personnes ou même un avion entier. Par une journée parfaitement calme, un point apparaît à l'horizon, loin en pleine mer. Il grandit à mesure qu'il se rapproche et bientôt on peut constater que c'est un navire. Mais lorsque tu le regardes à travers la longue vue, tu as froid dans le dos. Le navire est en parfait état et sa cargaison est à bord, mais il est complètement dénué d'équipage, dérivant inexorablement au gré du courant. C'est ce qu'a vu le capitaine de l'Helen Austin en 1881 et ce qui a apporté autant de peine à son équipage. En décembre de l'année précédente, l'Helen Austin, un grand navire de 64 mètres de long, a quitté le port de Liverpool pour effectuer le voyage jusqu'à New York.
Le navire transportait un chargement de personnes espérant trouver une vie meilleure dans le Nouveau Monde. Le capitaine A.J. Griffin dirigeait le navire en cap sud-ouest pour un trajet plus court. Et début 1881, ils se sont retrouvés au nord de la mer des Sargasses, connue pour son manque de vent et ses forts courants circulaires. Les navires qui y étaient pris pouvaient perdre le contrôle et continuer à dériver en rond jusqu'à ce qu'ils soient entraînés vers le centre. De là, il leur faudrait extrêmement de chance pour pouvoir s'extraire de ces courants. Mais le plus souvent, ils restaient à jamais dans le désert, désolés de cette mer. Pire encore, la région appartenait au tristement célèbre Triangle des Bermudes, déjà connu pour faire sombrer les navires et les faire disparaître sans laisser de traces. L'équipage du navire était nerveux, craignant de se trouver dans une zone aussi dangereuse, si près d'une mer qui pourrait les immobiliser. Un jour, l'Helen Austin a perdu de sa vitesse et est tombée à la dérive, sans aucun vent. Mais tout allait bien. Ils avaient de nombreuses provisions et étaient toujours dans les temps. Le capitaine Griffin se déplaçait sur son navire et donnait des ordres avec une voix calme mais autoritaire, et son équipage ainsi que les passagers avaient entièrement confiance en lui. Mais soudain, la vigie a hurlé d'en haut qu'un navire était en vue. Et effectivement, quand le capitaine a regardé dans la direction indiquée par la vigie, il a vu un bateau s'approchant doucement de l'Helen Austin. Plus il s'approchait, plus il était évident que la façon dont l'étrange bateau se déplaçait n'était pas normale. Le capitaine a fait la grimace et l'a examiné à travers sa longue vue. La goélette était intacte, mais complètement silencieuse. Il n'y avait pas une seule âme à bord. Les navires abandonnés n'étaient pas si rares dans l'Atlantique à cette époque, mais les pirates non plus. Le capitaine Griffin a décidé d'attendre et de regarder. Au bout de 2 jours, la goélette était toujours aussi silencieuse et le capitaine a finalement estimé qu'il était sûr de s'y rendre. Il a donc décidé de sélectionner une petite équipe de marins et est monté à bord du navire échoué. Il n'y avait personne, mais la chance semblait être du côté de Griffin. La précieuse cargaison de bois d'acajou était toujours dans les cales. Le capitaine est alors retourné sur l'Helen Austin et a ordonné à ses hommes de confiance de conduire le petit bateau jusqu'à New York. Le moral de l'équipage s'est considérablement amélioré avec la perspective des richesses qui les attendaient à l'arrivée. Lorsque le vent a recommencé à souffler fort, l'Helen Austin a continué son voyage, avec le navire sans nom dans son sillage. Mais au bout de quelques jours, les navires ont été pris dans une puissante tempête et ont été séparés. Le vent, la pluie et les vagues les ont frappés pendant plusieurs jours d'affilée. Lorsque le temps s'est enfin calmé, le capitaine Griffin a ordonné de retrouver la goélette. Ils ont cherché pendant 1 jour de plus jusqu'à ce qu'ils la trouvent finalement à la dérive, bien loin de leur cap. Griffin a appelé ses hommes à bord du plus petit navire, mais personne n'a répondu. Un groupe de marins est allé enquêter et est revenu avec le visage blanc de terreur. Tout l'équipage du navire avait disparu dans la tempête. Cependant, le capitaine n'était pas du genre à perdre une trouvaille aussi précieuse et a donc ordonné à une autre équipe de reprendre le contrôle du voilier. À contre-cœur, les marins ont obéi et les 2 navires ont continué leur voyage. Ils ont convenu de rester aussi près que possible l'un de l'autre et de faire retentir leurs signaux sonores à intervalles réguliers la nuit pour se faire savoir que tout allait bien. Plusieurs nuits se sont déroulées sans problème, les cloches sonnant toutes les heures de façon rassurante. Mais un jour, une épaisse couche de brouillard est tombée sur la mer et a presque complètement bloqué leur vision. Les navires ont continué à avancer et ont commencé à faire sonner leurs cloches plus tôt. La nuit venue, le brouillard était toujours là, mais les cloches étaient le son de la vie, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Le capitaine Griffin a sonné 1 fois, puis 2 fois. Pas de réponse. L'équipage a allumé les feux et regardé attentivement la mer. Mais le brouillard ne s'était toujours pas levé et ils ne voyaient strictement rien. Personne n'a pu dormir cette nuit-là et ils ont attendu, en silence, jusqu'à l'aube. Les premiers rayons de soleil ont permis au brouillard de se disperser lentement et tout l'équipage s'est rendu sur le bord du pont, le cœur lourd. Il y avait encore de l'espoir en eux, jusqu'à ce que les dernières particules de brouillard se lèvent, révélant un vaste océan calme et surtout vide. La goélette sans nom avait disparu, tout comme la 2e équipe des marins de l'Helen Austin. Le navire a fait le reste du chemin jusqu'à New York dans un silence de plomb. Une fois arrivés au port, les passagers n'étaient que trop heureux de quitter le navire. Cela a été le dernier voyage de ce navire sous le nom d'Helen Austin. La même année, il a été vendu à une compagnie maritime allemande et renommé Meta.
personne n'a jamais retrouvé la goélette abandonnée ni les marins qui ont disparu avec elle. Et ce serait probablement la fin de cette histoire mystérieuse et irrésolue si elle contenait un tant soit un peu de vérité. En réalité, aucune des choses énigmatiques de ce récit ne s'est réellement produite. L'Ellen Austin a en effet quitté Liverpool et s'est dirigée vers le sud-ouest, en direction de New York, et son capitaine était bel et bien A.J. Griffin. Il emmenait bien des gens sur le continent américain, mais à partir de là, l'histoire se casse la figure. Tout d'abord, le navire est allé beaucoup trop loin au nord pour croiser la mer des Sargasses. Il n'y avait tout simplement aucune raison de faire un détour aussi important. Même si les vents d'ouest étaient forts, il était quand même plus rapide de les prendre de front que d'aller vers le sud. L'Ellen Austin n'était donc probablement pas à proximité de la mer des Sargasses, ni du triangle des Bermudes. Deuxièmement, il a été prouvé à maintes reprises que le triangle lui-même n'est rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, il a gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors que personne n'avait même pensé à dessiner un triangle dans la région des Bermudes avant cela. Le mystère a été popularisé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux qu'une quelconque autre partie des océans. Ainsi, l'équipage de l'Ellen Austin ne connaissait même pas le triangle des Bermudes à l'époque, et encore moins en avait-il peur. Troisièmement, toute l'histoire a été racontée et relayée par des magazines à sensation et des personnalités aimant le mystère, avec des détails toujours changeants. Elle a été publiée pour la première fois dans un journal en 1906, et avait déjà une date erronée. L'article disait que le voyage avait eu lieu en 1891 au lieu de 1881. Plus tard, l'histoire a refait surface en 1935 à la radio avec un nom de capitaine erroné, c'était Baker, et pas Griffin. La date était également fausse, affirmant que le voyage avait eu lieu en août 1881, alors que l'Ellen Austin avait déjà été rebaptisée Meta. La légende a continué à prendre ampleur avec d'autres détails étranges, comme la route du navire de Londres jusqu'à Terre-Neuve, ce qui ne fut jamais le cas. Mais le démantèlement final est venu des archives de la Lloyd's de Londres, le marché de l'assurance maritime qui tient tous les registres des itinéraires des navires de commerce et d'émigration. Les documents qui s'y trouvent indiquent qu'en février 1881, l'Ellen Austin a effectué son voyage transatlantique vers New York sans incident. Le capitaine A.J. Griffin a débarqué du navire avec tout son équipage bien au chaud et n'a déclaré aucune perte pendant le voyage. Celui-ci a duré plus de 2 mois car le navire a dû affronter de forts vents d'ouest qui l'ont repoussé vers la Grande-Bretagne. L'équipage n'a fait état d'aucune rencontre étrange en cours de route et le voyage a été aussi ennuyeux qu'il pouvait l'être. Et même les passagers ont dû sourire lorsqu'ils ont enfin mis le pied sur le sol américain, ignorant l'histoire bidon à laquelle ils allaient être mêlés. Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle des Bermudes. 2 jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu 1 mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner.
Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi. Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc, si les panneaux d'écoutille étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines, voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. L'un de ces événements étranges s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Rico. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du Triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais il n'aurait laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes. Mais qui sait ? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer. Le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Dès qu'il l'a fait, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à voir des éclairs de lumière blanche autour de lui. Il était si brillant qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais il était sûr que ce n'étaient pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. L'avion a continué à traverser l'étrange nuage pendant près d'une demi-heure. Bruce a remarqué que le nuage avait changé de forme pendant ce temps. L'espace autour de l'avion s'est transformé en un tunnel. Puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Bruce est devenu très nerveux alors qu'il essayait de faire face aux commandes de l'avion. Tous ses instruments et son équipement de navigation devenaient fous et l'électronique a cessé de fonctionner. Puis une lumière blanche est apparue à la fin du tunnel. Comme dans les films, l'avion s'est échappé du tunnel de nuages qui se refermait à la toute dernière seconde. Tout allait bien, mais Bruce se retrouvait maintenant dans un brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a alors réussi à contacter le contrôle au sol. Il a été choqué lorsqu'il a appris que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien, au-dessus de Miami. Il semblait que quelque chose d'impossible s'était produit. Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il avait réussi en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale.
Quand Bruce a atterri, il est allé vérifier la quantité de carburant restant dans le réservoir. Il s'est avéré qu'il avait également consommé beaucoup moins que la quantité normale de carburant. Peut-il y avoir une explication logique à cet avion qui voyage dans le temps ? Eh bien, les archives montrent qu'un grand nombre de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait pu facilement rendre fous les appareils électroniques et les dispositifs de l'avion. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? La côte de Floride est une zone où deux grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression élevée et l'autre une pression faible. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région, mais les gens se demandent encore comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres disent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Alors y a-t-il vraiment quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes ? Ou est-ce que ce ne sont que des coïncidences et des histoires inventées de toutes pièces ? La vérité est que les avions et les navires ne disparaissent pas plus dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs dans le monde. La Lune éclaire doucement les eaux noires de l'océan. Un épais brouillard les recouvre d'un silence inquiétant. Soudain, le grincement des planches de bois brise la quiétude du moment et les vagues se mettent à onduler. À travers le brouillard, on aperçoit la silhouette d'un vieux grand navire. Sa coque est rouillée et une étrange impression glaçante s'en dégage. Mais le plus troublant, c'est qu'il n'y a personne sur le pont. Le navire navigue sans équipage. Non, ce n'est pas le bateau mythique hollandais volant, mais un véritable bateau fantôme. Voici l'histoire. Le 2 septembre 2019, le navire de la patrouille des glaces de la Royal Navy britannique, le HMS Protector, navigue dans les eaux calmes de l'océan Atlantique. Il est 23h. Une partie de l'équipage du navire est sur le pont, tandis que les autres dorment dans leur cabine. Le capitaine dirige le navire et regarde droit vers l'horizon. Le ciel est éclairé par un crépuscule orangé et des nuages flottent au loin. Soudain, dans ce beau paysage, un des marins remarque la silhouette noire d'un bateau inconnu. Le capitaine ralentit et dirige le navire un peu plus près du mystérieux vaisseau. Il s'agit d'un vieux cargo de 75 mètres de long. Les tentatives de contact avec les membres de l'équipage n'aboutissent à rien. Il semble que le bateau inconnu flotte tout seul dans l'océan. Il n'y a personne à bord. Du moins, personne de vivant. Le pont du navire craque à force de se frapper sur les vagues. Le soleil sombre sous l'horizon et il fait nuit. Le navire a soudain l'air terrifiant. Les marins britanniques n'osent pas monter sur cet étrange pont. Ils prennent une photo, la publient sur Internet et s'en vont. Beaucoup de gens sur Internet vont alors imaginer que les marins ont rencontré un vrai bateau fantôme. 5 mois plus tard, un événement se passe dans le village de Ballycotton, dans le comté de Cork, en Irlande. Un habitant quitte sa maison tôt le matin pour aller faire son jogging quotidien. Tout va parfaitement bien. Musique dans les écouteurs, de l'air frais dans les poumons et un paysage panoramique à couper le souffle. Le jogger court le long de la route sur la côte de la mer Celtique. Une forte tempête s'est produite la nuit passée, mais maintenant la mer semble calme. L'homme court sur le sommet d'une falaise basse et remarque un énorme navire. Un vieux cargo rouillé de 75 mètres de long gît sur la plage, au beau milieu des rochers. Il n'y a personne à bord. On dirait que le navire est là depuis des lustres, mais le jogger est certain qu'il n'était pas là la veille. On découvrira un peu plus tard qu'il s'agit du même navire que les marins du HMS Protector ont vu 5 mois auparavant à des milliers de kilomètres de cet endroit. Le cargo, appelé l'Alta, a été construit en 1976. Personne ne sait qui l'a utilisé pendant tout ce temps et à quelle fin. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2017, le navire a été acheté par un nouveau propriétaire et que celui-ci y a hissé le drapeau de la Tanzanie. Il est important de préciser que presque tous les navires de marchandises sont équipés de SIA, système d'identification automatique, moyen nécessaire pour suivre les mouvements des navires dans l'océan. Or, depuis 2015, quelque chose d'étrange a commencé à se produire avec le SIA de l'Alta. Le navire a disparu des satellites, puis a refait surface. Au cours des dernières années, il a aussi changé de nom et de nationalité. Il n'est pas surprenant que son SIA se soit éteint et allumé à de nombreuses reprises. On dit que certains de ceux qui désactivent le SIA sur leur navire le font pour masquer des activités illégales. Le capitaine du navire, quel qu'il soit, ne voulait manifestement pas montrer les mouvements de l'Alta. Comme l'a montré le SIA en 2017, le navire avait navigué près des villes portuaires grecques. L'Alta a fait 12 escales dans 3 villes de différentes parties de la Grèce. Puis le signal du SIA a disparu, et 10 mois plus tard, l'Alta est réapparu près de la côte nord de l'Afrique, à 2000 km de la Grèce. En septembre 2018,
le navire naviguait à environ 2200 km au sud-est des Bermudes. Et c'est à ce moment-là que les membres de l'équipage ont commencé à rencontrer des problèmes. Il y avait 10 personnes à bord de l'Alta. Le 19 septembre, le moteur du navire est tombé en panne en plein milieu de l'océan Atlantique. Le rivage le plus proche était très éloigné. Le navire a commencé à dériver. Les jours passaient et l'équipage n'arrivait pas à réparer le navire. Les réserves de nourriture s'épuisaient, l'équipage a commencé à paniquer et à essayer de contacter quelqu'un. La situation a empiré car un fort ouragan s'approchait de l'endroit où le navire était tombé en panne. Les membres de l'équipage ont contacté les gardes-côtes américains. Le 2 octobre, un hélicoptère s'est dirigé vers le navire. Des vivres et de l'eau ont été déchargés sur l'Alta. Cela a permis à l'équipage de patienter plusieurs jours de plus. Environ une semaine plus tard, un bateau de sauvetage a parcouru environ 2400 km pour rejoindre l'Alta et sauver les marins échoués. Les sauveteurs américains ont réussi leur mission juste avant le début de l'ouragan. Tout l'équipage du navire naufragé a été emmené à Porto Rico. L'Alta est resté à la dérive dans l'océan. Au bout d'un certain temps, un autre navire est arrivé pour le remorquer jusqu'à la côte de la Guyane. Puis quelque chose a mal tourné, encore une fois. Le navire a été détourné. Qui l'a fait et pourquoi, cela reste un mystère jusqu'à ce jour. Mais pour une raison inconnue, les voleurs ont décidé par la suite d'abandonner le navire et l'ont laissé dériver dans l'océan. Pendant près d'un an, il a été impossible de suivre la position du navire. Puis en septembre 2019, le vaisseau a donc été retrouvé par la Royal Navy britannique. On ne sait pas comment l'Alta a pu parcourir la distance à travers l'Atlantique et s'échouer sur la côte irlandaise. Une enquête a été lancée en Irlande. Il leur faut à tout prix identifier le propriétaire du navire et trouver une personne responsable qui se chargera de le remorquer. Mais absolument personne n'a été retrouvé. Un jour, un inconnu a appelé les autorités irlandaises et s'est présenté comme le propriétaire du navire. Mais il n'a fourni aucune preuve. Plusieurs barils de pétrole ont été trouvés à bord de l'Alta. Pour démanteler le navire, les autorités irlandaises devront dépenser environ 10 millions d'euros. Les habitants de la région sont eux aussi agacés par l'épave. La corrosion du métal est nocive pour l'environnement. Des enfants se sont déjà glissés à bord et ont publié des vidéos sur Internet depuis l'intérieur du navire abandonné. Le sort de l'Alta n'est toujours pas décidé. Il est encore là. Ce vaisseau a navigué dans l'océan pendant seulement 2 ans. Maintenant, essayons d'imaginer qu'un autre ait pu dériver pendant 38 ans. Pendant toutes ces années, personne n'a pu rattraper ce navire et les gens le cherchent encore. Ce navire s'appelle le SS Beikimo. C'était un navire marchand qui appartenait à une société commerciale canadienne. En 1931, il s'est retrouvé coincé dans les eaux glacées au large de l'Alaska. Une forte tempête de neige a commencé, l'équipe a attendu 1 semaine pour que cela se termine, mais la tempête ne faisait que s'intensifier. Un jour, le climat s'est un peu amélioré et une partie de l'équipage a été évacuée vers la ville la plus proche. Une autre partie de l'équipage, accompagnée du capitaine, a installé son camp près du navire. La tempête a repris et ne s'est plus arrêtée pendant longtemps. Le blizzard était si fort que le capitaine du navire ne pouvait voir au-delà de son bras. Finalement, quand la tempête s'est terminée, le capitaine a constaté que le navire avait tout simplement disparu. Il décida que le Beikimo avait dû couler. Mais 1 semaine plus tard, le navire a été retrouvé à la dérive près de l'endroit où il avait été perdu. La coque du navire était si endommagée qu'il était dangereux pour lui de naviguer. Le capitaine a décidé de l'abandonner. Cependant, il n'a pas coulé. Pendant les 38 années suivantes, il a dérivé en différents points de la côte de l'Alaska. À plusieurs reprises, des personnes sont montées à bord, dont des habitants de l'Alaska et un groupe de chercheurs. Mais toutes les tentatives pour sauver le navire de la mer se sont soldées par un échec. Les opérations de sauvetage ont été ralenties par la glace flottante et le mauvais temps. La dernière fois que le navire a été vu, c'était en 1969. Il était gelé et bloqué par les glaces. En 2006, le gouvernement a créé un projet spécial pour retrouver le Beikimo. Cependant, depuis toutes ces années, le navire n'a toujours pas été retrouvé. On ne sait plus rien de lui. Il est probable qu'il ait enfin trouvé la paix et qu'il repose maintenant sur les fonds marins de la mer des Tchouks. Oh salut! Aujourd'hui, tu vas faire un tour du monde. Et même si Phileas Fogg a pu faire ce voyage en 80 jours, tu sais, comme dans le livre de Jules Verne, je ne peux pas te promettre que toi, tu en reviendras sain et sauf. En réalité, le monde est aujourd'hui rempli d'anomalies inconnues. Autrefois, on ne les observait que dans le triangle des Bermudes, mais aujourd'hui, on les trouve partout. Nous entamons donc le voyage à partir de New York et notre première destination est Los Angeles. Le meilleur moyen de s'y rendre est l'avion. Mais même si un avion ordinaire est conçu pour résister à de violentes tempêtes, le tien est spécial. Ton propre aigle de fer a une coque renforcée, un réservoir de carburant agrandi et une capsule de sauvetage qui assurera ta survie en cas d'urgence. Parfait, tu décolles dans le ciel clair.
Les nuages sont blancs, le soleil brille, il n'y a absolument aucune turbulence. Mais soudain, cette paix est rompue par des vents violents, des nuages noirs et des éclairs. Un de ces nuages a un aspect particulièrement sinistre. Il semble être vivant et grandir en taille. Tu n'as pas d'autre choix que de passer au travers. Tu prends une profonde respiration. Dès que tu voles là-dedans, tu plonges dans l'obscurité absolue. On ne voit que des flashs blancs. Ils illuminent les nuages noirs pendant quelques instants, mais ne ressemblent en rien aux éclairs. Les turbulences augmentent et tu peux à peine rester en contrôle des commandes. Soudain, le nuage commence à changer de configuration. Il prend graduellement la forme d'une sorte de tunnel et tu voles au centre de cet anneau. Mais maintenant, les parois du tunnel commencent à se refermer sur toi. La seule façon pour que tu puisses t'en sortir est de t'envoler vers la lumière au bout du tunnel. Ainsi, tu augmentes ta poussée et ta concentration. Tout le système électronique de l'avion grince et avertit du danger. Le moteur est à sa limite. Tu transpires à cause de la tension. Les parois du tunnel touchent presque les ailes de l'avion et tu as réussi. Tu as quitté ce nuage sombre au tout dernier moment. Pouah, tu peux souffler avec soulagement. Maintenant, tu te retrouves dans un brouillard gris et dense. Tu n'y vois aucune ouverture à des kilomètres à la ronde. Ton radar fonctionne mal et ne peut pas te montrer où tu es. Il est temps de contacter le contrôle au sol et de déterminer ta position. Dès que le centre de contrôle répond, la surprise se lit dans tes yeux qui deviennent comme des boules de bowling. Il s'avère que tu es déjà dans l'espace aérien de Los Angeles. Quoi ? Mais c'est tout simplement impossible. D'habitude, ce voyage dure environ 5 heures. Mais maintenant, tu as parcouru environ 4000 km 2 fois plus vite. Pour comprendre ce phénomène, nous devons ouvrir une encyclopédie des anomalies des Bermudes. Elle est assez populaire auprès des voyageurs d'aujourd'hui. Tu feuillettes le chapitre sur le voyage dans le temps et le voici. En décembre 1970, le pilote Bruce Gernon est tombé dans une anomalie similaire dans le triangle des Bermudes. Il a réussi à survivre et à partager son expérience. Les scientifiques ont pu expliquer la plupart des événements étranges qu'il a vus, mais le voyage à travers le temps reste un mystère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces tunnels aériens dans le monde entier. Eh bien, cette anomalie semble tout de même utile. Elle t'a permis d'économiser du temps et du carburant. Il est maintenant possible de faire atterrir l'avion, de changer de moyen de transport et de rejoindre ta prochaine destination, le Japon. Cette fois, tu voyageras par bateau. Une traversée de l'océan Pacifique devrait être calme et paisible, et tu pourras te reposer après un vol difficile. Mais quelques semaines plus tard, le capitaine du navire descend du pont et t'informe d'un fait terrible. Vous êtes perdu en mer. Les passagers sont catastrophés. Certaines personnes se mettent à invectiver le capitaine, l'accusant d'incompétence. En réponse, il montre une boussole qui était censée l'aider dans la navigation. Le dispositif est devenu fou. Son aiguille tourne comme la trotteuse d'une montre. Soudain, une pensée te vient à l'esprit. Vous êtes sûrement entré dans une autre zone anormale, la mer du diable. C'est un endroit aussi mystique que le triangle des Bermudes, et il est marqué d'un point rouge dans ton encyclopédie des anomalies. Entre 1950 et 1954, de nombreux navires et des centaines de membres d'équipage y ont disparu sans laisser de traces. En 1955, le Japon y a envoyé son navire de recherche Kaiyo Maru numéro 5 pour déterminer la cause des disparitions. Malheureusement, ce navire a également été porté disparu sans laisser de traces. Mais maintenant, il est clair qu'il y a une anomalie géomagnétique à cet endroit qui rend tous les compas fous. Cela est dû à la forte teneur en métaux dans le sol sous-marin. La flèche de la boussole magnétique est très sensible à ce genre de choses. Tu prends donc la situation en main et tu suggères d'utiliser d'autres méthodes de navigation. La navigation par radio ou par satellite ne fonctionne pas non plus. Alors tu lèves les yeux vers le ciel et tu remarques simplement le soleil. Le coucher de soleil est à l'ouest et c'est exactement la direction dont tu as besoin. Très vite, vous vous retrouvez enfin sur une terre ferme. Bienvenue au Japon. Quelques souvenirs et en route vers l'aéroport. Cette fois, tu te diriges vers la côte est de l'Inde. Le vol se passe bien. Il n'y a ni turbulence, ni dysfonctionnement des outils de l'avion. Tu observes le ciel nocturne à travers la fenêtre et tu vois soudain une lumière étrange. Elle est petite et se déplace de haut en bas. Les autres passagers n'y prêtent même pas attention. Pour eux, c'est une chose courante. Lorsque tu ouvres ton encyclopédie, tu apprends rapidement que la première personne qui a décrit cette anomalie est Christophe Colomb. Il a dit que c'était comme une bougie qui se déplaçait vers le haut.
Il a également écrit qu'une flamme avait soudainement surgi dans la mer. Tout cela s'est passé alors qu'il naviguait dans la région du Triangle des Bermudes pour son premier voyage vers le Nouveau Monde. Mais aujourd'hui, ces lumières sont courantes sur toute la planète. En Inde, tu achètes un billet pour un bateau de croisière qui va en Floride. Cet itinéraire est très populaire auprès des touristes, car il présente de nombreuses anomalies intéressantes. Il s'agit plutôt d'une attraction touristique maintenant. La première d'entre elles est un vaisseau fantôme. La chasse à ce navire a duré des semaines. Chaque fois que le bateau de croisière s'approchait du fantôme, un épais brouillard se déposait sur l'eau. Les touristes se tenaient sur des plateformes d'observation et cherchaient le mât du navire au loin. Mais il apparaissait et disparaissait comme un aileron de requin. Enfin, vous parvenez à vous rapprocher du navire. Mais tout le monde est prié de rester à bord du paquebot et de ne pas tenter de monter à bord du vaisseau fantôme. Tous les touristes connaissent la triste histoire du moment où ce fantôme a été trouvé pour la première fois. En 1880, l'Helen Austin a trouvé une goélette en dérive dans un épais brouillard. Le capitaine a envoyé quelques personnes en exploration. Ils ont trouvé beaucoup de cargaisons et d'objets personnels de valeur de l'équipage, mais il n'y avait aucune trace d'autres personnes. On aurait dit que tout l'équipage du vaisseau fantôme avait tout simplement disparu. Le capitaine de l'Helen Austin a décidé de remorquer le fantôme jusqu'au port pour vendre sa cargaison. Mais dès leur départ, une forte tempête a séparé les navires et le fantôme a disparu. L'équipage a passé plusieurs jours à le chercher. Ils ont réussi à retrouver la goélette, mais le précieux trésor à bord avait disparu, tout comme l'équipage du vaisseau fantôme. Ainsi, tu continues ton voyage et après un certain temps, tu entres dans l'endroit le plus mystérieux de la planète, le Triangle des Bermudes lui-même. Cette zone est considérée comme le lieu de naissance de toutes les anomalies. Tous les touristes se rassemblent sur un côté du bateau. L'endroit qu'ils regardent est comme un bain de bulles géant. Le capitaine fait une annonce, tout type de feu ouvert est strictement interdit ici. Cette anomalie est en fait une source de gaz naturel. Des bulles de méthane jaillissent de la croûte terrestre et s'élèvent jusqu'au ciel. Ces dépôts sont responsables de la perte de nombreux navires. Bien sûr, si tu allumes une allumette à côté de ces bulles, eh bien, boum! La dernière partie du voyage de la Floride à New York sera très intense. Il y a des changements climatiques extrêmes dans cette région. Pour l'instant, le soleil brille et il n'y a pas de vent du tout. Mais dans une seconde, il va y avoir une forte tempête soudaine. La foudre frappe littéralement à chaque seconde et le ciel est entièrement recouvert de nuages noirs. Et en l'espace d'une minute, les rayons du soleil dispersent les nuages et l'orage prend fin. C'est une autre anomalie causée par le courant du Gulf Stream. D'énormes masses d'air chaud viennent à la rencontre des masses d'air froid. Cela provoque des changements de temps instantanés et de violents orages. De nombreux marins et pilotes ne sont pas prêts à affronter de telles conditions, ce qui entraîne la disparition de navires et d'équipages entiers sans laisser de traces. Mais aujourd'hui, comme ces anomalies sont partout, elles sont bien étudiées et ne doivent plus être craintes. Tu rentres chez toi sain et sauf et tu peux te vanter d'avoir connu les anomalies les plus brutales du Triangle des Bermudes. Mais s'il te plaît, peux-tu renoncer aux Bermudas? Cela me rappelle trop de souvenirs. 10 avril 1912. Tu te trouves sur la côte atlantique, dans une petite ville portuaire. Des centaines de personnes s'apprêtent à embarquer avec toi à bord de l'immense et majestueux Titanic. Il est 3 fois plus long que la Statue de la Liberté. Ce navire, réputé insubmersible, est considéré comme l'embarcation la plus avancée de son époque. Tu peux voir des centaines de hublots sur son pont et l'inscription « Titanic » brille sur son immense coque. Ce jour-là, le célèbre paquebot a entamé son premier et dernier voyage, de Southampton à New York. Mais maintenant, tu vas voir une autre histoire. Tu entends un membre de l'équipage annoncer le début du voyage du Titanic. Il naviguera cette fois de l'Afrique aux Bermudes. Et la cause de son naufrage ne sera pas du tout un iceberg. Pendant 4 jours, le Titanic navigue dans les eaux de l'Atlantique Nord. Le soleil réchauffe tellement le navire que durant la journée, tous les passagers restent à l'intérieur. Ce n'est que le soir, quand la brise fraîche descend sur l'océan, que tous les gens sortent sur le pont pour regarder le magnifique coucher de soleil. 15 avril, minuit. Tu es assis dans ta cabine en train de lire. D'habitude, tu dors à cette heure-ci, mais là, tu ne fais que feuilleter les pages l'une après l'autre. Tu fermes ton livre et regardes autour de toi. Tu as l'impression que quelqu'un t'observe. Tu te lèves, tu as des sueurs froides. Un inexplicable sentiment d'anxiété imprègne ton corps et te fait frissonner. Tu regardes par le hublot de la cabine sur lequel les embruns de l'océan viennent se coller.
mais tu ne vois rien. Il y a juste un épais brouillard dehors. Tu sors de ta cabine. Plusieurs passagers ont également quitté leur lit en raison d'un étrange pressentiment de danger. Ils te saluent et te demandent ce qui ne va pas, mais personne ne le sait. Tu te diriges vers les escaliers pour sortir sur le pont. À ce moment-là, le sol se dérobe sous tes pieds. Une forte secousse te fait tomber. Un grondement résonne dans tout le bateau. Tu te relèves et tu vois tout le monde sortir de sa cabine. Tu cours dans les escaliers et croises un membre de l'équipage. Il ne dit rien, mais ses yeux sont emplis de peur. Tu montes sur le pont et ne peux presque rien voir. Un brouillard épais s'est installé sur le navire. Plusieurs passagers se tiennent la tête comme s'ils avaient la migraine. Tu vois le capitaine et tu lui demandes ce qui se passe. Il avoue qu'il n'a aucune idée de l'endroit où vous êtes. Il tient une boussole dans la main, la flèche tourne dans toutes les directions. Il est impossible de déterminer où se trouve exactement le navire. Il est intéressant de noter que le triangle des Bermudes n'existait pas avant 1964 et que les premiers rapports de disparition dans cette zone remontent au milieu du 19e siècle. Encore une secousse. Cette fois, tu es resté debout. C'est comme si quelque chose d'énorme avait frappé le bateau. Tu cours vers la balustrade et regardes par-dessus bord. À travers le brouillard, tu vois un énorme aileron de requin. Tu ne le distingues pas entièrement, mais d'après ce que tu as vu, il a l'air d'être aussi long qu'un wagon de train. Le requin s'éloigne, mais après quelques secondes, on peut de nouveau voir son aileron. Il s'approche rapidement du bateau et saisit la coque en fer dans ses énormes mâchoires. Le pont tremble. On peut entendre le grincement du métal. On dirait que cet énorme prédateur vient de faire un trou dans la coque. Une seule créature sur la planète peut faire ça, le mégalodon. C'est un ancien prédateur marin qui mesurait près de 18 mètres de long. Le mégalodon n'avait aucun prédateur. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. On pense qu'il a disparu il y a des millions d'années, mais l'océan n'a été exploré qu'à 5%. Et il est là, bien vivant, nageant dans les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Tout le monde panique à bord. Les gens des ponts inférieurs montent à l'étage. Le Titanic coule lentement et se couche sur le côté. Tout le monde se dirige vers les canots de sauvetage, mais personne n'ose y monter tant que le monstre rôde. La proue du navire s'enfonce dans l'eau. Tu te trouves à bâbord et tu vois le mégalodon mordre de nouveau la coque en acier. Tu cries aux passagers qui se trouvent à l'arrière que le mégalodon est occupé et qu'elles ont le temps d'évacuer. Les premiers canots de sauvetage descendent à l'eau. Certains passagers sautent par-dessus bord. Heureusement, l'eau est beaucoup plus chaude que l'endroit où le Titanic a réellement coulé. Tu enfiles un gilet de sauvetage et tu sautes à l'eau. Le mégalodon attaque encore le navire et l'entraîne dans les profondeurs. L'odeur des cuisines du paquebot a dû l'attirer. Tu te retrouves au milieu des débris et des canots de sauvetage. Le brouillard se lève enfin. Le ciel étoilé illumine la surface de la mer. Des gens t'aident à monter sur un canot de sauvetage. Tout le monde veut s'éloigner le plus vite possible du bateau qui sombre. Tu vois l'énorme requin qui nage autour de l'épave. À ce moment, quelque chose distrait le prédateur qui s'éloigne. La moitié du navire a coulé et l'autre partie ressemble à une bougie qui flotte sur l'eau. L'océan est calme, le ciel est dégagé, il n'y a pas de vent. Sur le côté, tu vois une énorme vague grossir derrière le Titanic. Elle fait environ 15 mètres de haut, soit un immeuble de 5 étages. Elle renverse le navire comme si c'était un bateau de papier. La vague disparaît dans l'eau aussi rapidement qu'elle est apparue. Tu viens d'être témoin d'une vague scélérate. Ce phénomène se produit partout dans le monde. Des vagues gigantesques apparaissent soudainement, engloutissent des navires et disparaissent sans laisser de traces. Les scientifiques n'ont toujours pas déterminé leur nature exacte. Mais selon la théorie la plus populaire, ces vagues sont formées par vampirisme cinétique. Selon certaines conditions naturelles, des vagues s'accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes ces vagues, il se forme une vague vampire qui absorbe l'énergie des autres. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, un mur d'eau se forme et décharge sa puissance. Certains pensent que de nombreuses disparitions de navires dans le triangle des Bermudes sont dues à des vagues scélérates. Les naufragés se calment, l'un d'eux envoie une fusée dans le ciel. Tu scrutes l'océan et tu vois l'aileron du mégalodon surgir de l'eau. Il fait la taille d'un voilier et il fonce sur toi. Tu rames aussi vite que possible, les gens appellent à l'aide, il n'y a aucune chance de s'échapper.
Le monstre se rapproche de plus en plus. La tête du requin émerge de la surface de l'eau. Il ouvre une énorme gueule remplie de centaines de dents acérées. Chacune d'elles fait la taille de ta main. Le canot pourrait tenir entièrement dans la gueule du requin. Il pourrait avaler tout rond. Le requin s'arrête subitement et ferme sa gueule à moins d'1 mètre du canot. Tu vois l'eau bouillonner autour de toi. Plusieurs tentacules géants surgissent des profondeurs et s'enroulent autour du mégalodon. Ils tirent le requin vers le fond. Tu regardes par-dessus bord et vois une lueur violette apparaître avec un cercle noir en son centre. Les autres passagers la remarquent aussi. L'un d'eux se met à crier « Il nous regarde !» En moins d'1 seconde, un frisson parcourt tout ton corps. Cette lueur violette est un œil et le cercle noir est sa pupille. La créature qui te regarde en ce moment est si grande que le canot ne semble être qu'un grain de riz pour elle. C'est le Kraken. Ce calmar géant, un monstre mythologique qui a détruit des centaines de navires, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Heureusement, le canot dans lequel tu te trouves est trop petit pour l'intéresser. Tu peux voir son œil s'éloigner pendant que ses énormes tentacules tirent le mégalodon dans les profondeurs de l'océan. 1 heure passe et un autre paquebot arrive sur le site du naufrage. Tous les passagers sont secourus. Tu regardes la mer, calme, là où le Titanic vient de sombrer. Tu montes à bord du bateau de sauvetage en te promettant de ne plus jamais faire de croisière. Certaines personnes ont encore peur de naviguer dans cette région car plus de 50 navires et 20 avions y ont disparu depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire car ce n'est pas une région officielle de l'océan Atlantique. C'est juste une zone imaginaire en forme de triangle près de la côte sud-est des États-Unis. Aujourd'hui, nous allons démystifier tous les mythes et contes de fées concernant cet endroit. La théorie la plus populaire affirme que l'ancienne cité de l'Atlantide se trouvait autrefois à l'emplacement actuel du triangle des Bermudes. Elle était habitée par une civilisation plus avancée que le reste des habitants de la Terre. Dans cette zone, de mystérieux cristaux ont été installés et généraient une énergie infinie qui alimentait toute la ville. Puis la ville a coulé et ses ruines reposent toujours au fond de l'Atlantique. Mais parmi ces ruines, il y a encore des endroits où les cristaux fonctionnent. Ils sont la raison de la plupart des disparitions. Les cristaux libèrent de façon aléatoire des faisceaux d'énergie vers la surface et détraquent les appareils électroniques des avions et des navires. Il n'y a aucun fait pour étayer cette théorie. Quelqu'un a un jour écrit cette légende dans un livre sur le triangle des Bermudes, et certaines personnes la soutiennent depuis. Cependant, il y a tout de même des faits bizarres concernant l'électronique. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre est affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Or, ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité de l'électronique des satellites qui orbitent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Il y a aussi une théorie selon laquelle le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique causant des erreurs de navigation. Mais les contrôles réguliers de la carte magnétique de cette région ne révèlent aucun problème. Tu arrives sur place, l'eau est calme, il n'y a pas de tempête en vue, tu regardes ta boussole et tu vois la flèche bouger d'un côté à l'autre. Oh non, c'est parti! La panique monte en toi et tu tournes rapidement le gouvernail du bateau pour t'éloigner de cet endroit. Ne t'inquiète pas, il y a depuis longtemps une explication au comportement étrange des boussoles dans cette zone. Le triangle des Bermudes était l'un des rares endroits de la planète où le nord géographique et le nord magnétique se trouvaient exactement dans la même direction. Le nord géographique est le pôle nord de notre planète, tandis que le nord magnétique ondule constamment autour de la Terre. Parfois, les deux pôles coïncident, et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, elle ne pointera pas exactement vers le nord. Imagine que tu sois le capitaine d'un navire naviguant dans le triangle des Bermudes au début du XXe siècle. Tu as besoin de savoir où se trouve le nord pour atteindre la côte. Tu regardes la boussole et elle pointe de façon incorrecte. Tu dévies de la trajectoire initiale et tu navigues dans la mauvaise direction. Près du triangle se trouve la mer des Caraïbes, parsemée de petites îles. Le plancher océanique n'y est pas très profond. Le navire peut pénétrer dans ces eaux peu profondes et se retrouver échoué sur un haut fond. Et tu n'as aucune idée de l'endroit où tu te trouves.
Si nous étions au XXIe siècle, le capitaine du navire serait capable d'atteindre le rivage en utilisant le GPS et d'autres moyens de navigation modernes. Mais le plus intéressant, c'est que la boussole fonctionnerait correctement cette fois-ci, puisque le pôle nord magnétique ne coïnciderait plus avec le pôle géographique. La ligne agonique se trouve désormais loin d'ici. Il n'y a plus de problème de navigation maintenant, mais pour une raison quelconque, c'est ici que les bateaux disparaissent. En fait, pas seulement ici. Dans tout l'océan Atlantique, il y a des endroits où beaucoup plus de navires ont disparu. Le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. L'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires se sont perdus ici est que l'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Et statistiquement, plus il y a de navires à un endroit, plus il y a de naufrages. D'autres théories stipulent qu'il y a une faille spatio-temporelle dans cette région. Les vaisseaux et les avions tombent dans cette faille et se retrouvent dans le passé ou le futur. Mais il n'y a à ce jour pas une seule preuve de ce mythe. Il n'y a aucune raison de penser que la faille soit cachée quelque part ici. La base d'une civilisation extraterrestre se trouverait dans le triangle des Bermudes, et les visiteurs d'autres galaxies s'empareraient des navires avec leurs équipages, si bien que personne ne retrouverait l'épave des navires. Il s'agit également d'un mythe populaire qui n'a aucune justification scientifique. On ne trouve pas de navire coulé ici, car on y trouve l'une des fosses océaniques les plus profondes du monde. Tout navire qui coule s'enfonce à une profondeur d'environ 5800 mètres. L'énorme pression et la distance font qu'il est difficile de retrouver les navires. De plus, la fosse de Porto Rico est toute proche. Or, à certains endroits, elle est profonde de 8000 mètres. Le Kraken vit quelque part dans le triangle. C'est un énorme calmar qui coule les bateaux et c'est aussi une légende que les marins se racontent. Il est vrai que des calmars gigantesques vivent dans les profondeurs de l'océan. Ils peuvent atteindre la taille de la moitié d'un wagon de train. Mais aucun cas n'a été enregistré où ils aient coulé un grand navire. Et dans la région du triangle des Bermudes, on n'en a même jamais vu. Les gens d'autrefois ne connaissaient pas l'existence de ces créatures. Alors quand ils les ont vues pour la première fois, ils les ont décrites comme d'énormes et terribles monstres. Les calmars géants font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre, et les scientifiques ont dû utiliser des équipements sonars pour les trouver. Ils n'aiment pas quitter les sombres profondeurs et sont susceptibles d'avoir peur du bruit d'un navire. Une hypothèse plus réaliste concernant le mystère du triangle des Bermudes est le méthane. De grands dépôts de ce gaz peuvent être trouvés sous le plancher océanique de cette région. De là, le méthane est libéré dans l'eau et il prend la forme d'énormes bulles qui remontent rapidement à la surface. Ensuite, le gaz fait presque bouillir l'eau, créant des vagues qui coulent les navires. La théorie est assez réaliste, mais malgré de nombreuses études, celles-ci n'ont toujours pas confirmé la présence d'une concentration accrue de méthane dans la région. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était il y a 15 000 ans. Une autre théorie crédible implique l'apparition de vagues scélérates. Imagine une mer claire et calme, sans vent. Soudain, tu entends un fort grondement. En quelques secondes, une énorme vague de 30 mètres de haut apparaît de la surface et s'abat sur ton navire. Certains scientifiques pensent que les vagues scélérates sont créées par un courant marin de surface qui entre en collision avec un fort vent de face. Il existe une version qui prétend que la vague naît de la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus intéressante dit que les vagues sont formées par vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues peuvent échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y en aura une, la vampire, qui récupère l'énergie de toutes les autres. Lorsqu'elle accumule suffisamment d'énergie, la vague vampire la déverse. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Ce phénomène est observé dans toutes les eaux des océans du monde, mais rien ne prouve qu'il se produise plus souvent dans le triangle des Bermudes. Si des vagues scélérates y sont apparues, ce n'était pas pendant un temps calme. Une mer agitée est la principale raison des disparitions de navires dans le triangle des Bermudes. Les tempêtes violentes et les ouragans y sont fréquents. Cela arrive parce que les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les énormes vagues renversent tout simplement les bateaux et les éclairs et le tonnerre perturbent l'électronique des avions. Il n'y a rien de mystérieux dans tout cela. Les orages et les disparitions de navires se produisent dans tous les océans. Mais beaucoup de légendes ont été créées sur le triangle des Bermudes. Tout a commencé au milieu du XXe siècle, lorsqu'un livre a été publié affirmant que l'Atlantide se trouvait dans les eaux du triangle. Aucune preuve n'a été donnée, mais les gens ont tellement aimé cette théorie mystérieuse qu'ils se sont mis à la développer.
Ils ont commencé à faire des documentaires sur le sujet et à écrire de nouveaux livres. Chaque nouveau matériel consacré à la nature fantastique du triangle était basé non pas sur des faits, mais sur les théories d'autres livres et films. Et quand un sujet est populaire, on peut facilement gagner de l'argent avec. Les lecteurs l'apprécient et les auteurs sont récompensés. 4 décembre 1970, le pilote Bruce Gernon avait 2 passagers à bord de son monomoteur Beechcraft Bonanza, son père et son associé. Ils ont décollé de l'île d'Andros, aux Bahamas, et se sont dirigés vers le nord-ouest, vers la côte de la Floride. Bien sûr, ils se trouvaient dans l'espace aérien du tristement célèbre Triangle des Bermudes. Mais c'était un vol classique que Bruce avait effectué des dizaines de fois auparavant. Le voyage durait généralement 1h30, sans le moindre accroc. Bruce a décollé et a commencé à prendre de l'altitude. Des choses étranges ont commencé à se produire dès le départ. Au début, il a remarqué un petit nuage devant lui. Mais celui-ci n'a cessé de grandir. Pas à cause de l'avion qui se rapprochait, le nuage grossissait à vue d'œil. Bruce a dû le traverser et il est sorti indemne de l'autre côté. Il a pris de l'altitude et un autre nuage mystérieux est apparu. Celui-ci était massif et Bruce n'avait pas d'autre choix que de voler à travers lui aussi. À ce moment-là, il a fait un noir d'encre tout autour de l'avion. Mais ce n'était pas un nuage d'orage et il ne pleuvait pas. Bruce commençait à s'inquiéter. Et puis, bam! Il a vu des éclairs de lumière blanche. Bruce a continué à voler pendant environ 30 minutes quand il a réalisé que c'était le même nuage qu'il avait traversé plus tôt quand il avait commencé à monter. Mais maintenant, le nuage était cylindrique et l'avion traversait son centre. Il était large et semblait sans fin. Bruce pensait qu'il ne pourrait jamais se sortir de ce piège. Mais 1 minute plus tard, il a vu de la lumière au bout du tunnel. Mais tout à coup, les parois du tunnel du nuage ont commencé à se rétrécir. Elles se rapprochaient de l'avion. Les instruments de navigation ont commencé à se dérégler. La boussole tournait toute seule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les parois continuaient à se rétrécir, de plus en plus serrées, s'enroulant comme dans un vortex. Les instruments électroniques se détraquaient encore. Le temps manquait à Bruce. Il devait sortir de cet endroit rapidement. Une vingtaine de secondes éreintantes plus tard, il s'est échappé de ce piège brumeux. Comme Bruce l'a décrit plus tard, il s'est senti en apesanteur pendant 5 secondes lorsque son avion a quitté le tunnel. Les nuages se sont dispersés et l'avion se trouvait maintenant dans une brume grisâtre. Les hommes ont poussé un grand soupir de soulagement. Il a immédiatement saisi la radio et a contacté le contrôle au sol pour déterminer sa position. Mais lorsque le répartiteur a regardé l'écran vert, son visage s'est figé dans l'incrédulité. L'avion de Bruce n'était pas sur le radar. C'était comme s'il était devenu invisible. Mais ensuite, le répartiteur a dit que l'avion était déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce était choqué. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Le voyage entier prenait habituellement environ 90 minutes. Mais cette fois, il n'avait fallu que 47 minutes pour arriver à destination. Son avion n'avait pas atteint comme par magie une vitesse supersonique supérieure à la vitesse de croisière maximale limitée du modèle. C'était physiquement impossible. Le répartiteur avait dû faire une erreur, mais quand les nuages se sont séparés, Bruce a vu qu'il était vraiment au-dessus de Miami. L'avion a atterri en toute sécurité et il était temps d'essayer de résoudre ce mystère. Bruce a vérifié le carburant restant et sa montre. Après un court calcul, il n'en était que plus confus. L'avion n'avait pas consommé la quantité de carburant qu'il aurait dû. Les archives montrent que 84 taches solaires ont été enregistrées ce jour-là, ainsi qu'un énorme vent solaire. Cela aurait provoqué des perturbations dans la magnétosphère de la Terre qui auraient pu perturber les instruments et les radars de l'avion. Mais jusqu'à présent, personne n'a été capable d'expliquer comment l'avion est arrivé à Miami si vite. Peut-être que la vérité sera révélée à l'avenir. En attendant, cela reste une autre énigme mystérieuse du Triangle des Bermudes. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu dans le Triangle des Bermudes depuis le milieu du 19e siècle. Cette région ne figure sur aucune carte papier et n'est pas une région officielle de l'Atlantique. Cette énorme zone aquatique est située non loin de la côte sud-est des États-Unis et effraie encore de nombreux marins. Mais tu n'as pas peur et tu veux prouver qu'il n'y a rien de spécial à cet endroit. Tu navigues jusqu'au centre du Triangle des Bermudes sur un petit bateau de pêche. Tu éteins le moteur et tu attends. Plusieurs heures passent. Le soleil descend sous l'horizon. La nuit arrive. Tu es sur le point de retourner sur le rivage, mais soudain, tout devient trop calme. Puis, tu entends un clapotis. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des centaines de poissons qui nagent vers la surface. Quelque chose de gros les a fait fuir.
quelque chose qui vient tout droit des profondeurs. La seconde suivante, tu remarques de grands yeux brillants et de longs tentacules qui s'étirent vers ton embarcation. Il semble que l'un des plus terribles mythes sur le triangle des Bermudes s'avère vrai. Un énorme calmar qui entraîne les bateaux vers le fond. Les histoires sur ces calmars sont apparues bien avant l'émergence des mythes du triangle des Bermudes. Pendant des siècles, les marins de Norvège et du Groenland ont raconté des histoires sur un monstre marin effrayant, le kraken. Dans ces histoires, le kraken brisait les ponts des navires avec ses tentacules géants et les entraînait au fond. L'approche de cette créature est impossible à prévoir car elle vient vers toi non pas par le côté, mais par le bas. Mais tout cela n'était que des légendes. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des preuves scientifiques de l'existence de ces monstres sont apparues. Le bec d'un calmar inconnu a été trouvé sur la côte du Danemark. La taille de la trouvaille était de 7,6 cm de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une paume humaine. Il est alors devenu évident que le kraken était réel. Et ce n'est qu'une variété de calmars géants. Depuis, plus de 21 espèces de calmars géants ont été décrites. Mais la première vidéo montrant ce monstre a été enregistrée en 2004 dans les eaux de l'Atlantique Nord, non loin du triangle des Bermudes. Les biologistes marins ont utilisé un leurre pour attirer le calmar hors des profondeurs. L'énorme monstre mesurait environ 9 mètres de long, ce qui correspond à la moitié de la longueur d'une voiture de métro. Il est soudainement apparu de l'obscurité de l'océan et a rapidement attaqué le leurre, le serrant avec ses tentacules. Après cela, de nombreuses apparitions de calmars ont été enregistrées en photo et en vidéo. D'énormes calmars se sont échoués sur le rivage ou ont nagé devant des navires. Selon certaines archives, le plus grand monstre jamais trouvé mesurait 18 mètres de long et pesait presque 1 tonne. C'est la taille d'un grand bus. Certains scientifiques pensent que les calmars géants peuvent atteindre 45 mètres de long, ce qui représente presque 2 fois la taille d'un terrain de basket. Mais cette grande taille n'est pas suffisante pour couler un navire. La première chose qui aide les calmars à y parvenir est l'effet de surprise. Les calmars viennent des profondeurs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être vus depuis le pont. En revanche, le monstre peut voir le bateau de loin. Il a les plus grands yeux du monde, puisqu'un seul de ses yeux a la taille d'un ballon de basket. La vue d'un calmar géant lui permet de voir ses proies dans les sombres profondeurs de la mer, et à une grande distance. La plupart des créatures de la planète ne peuvent pas voir dans de telles conditions. Le calmar remarque ton bateau et te prend pour une proie. Il s'approche rapidement et attaque avec ses tentacules. Le calmar a 8 membres et 2 tentacules supplémentaires plus longs qu'il utilise pour apporter la nourriture à sa bouche en forme de bec. Les autres sont recouverts de dizaines de ventouses pleines de dents pointues. Rien ne peut s'échapper si le calmar l'attrape. Il enroule ses tentacules autour de ton bateau. Avec les dents de chaque bras, il mord le pont. 2 longs tentacules peuvent t'attraper pendant que tu cours en panique. Le calmar peut faire tanguer le bateau d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'une de ses parties s'enfonce dans l'eau. Tu te bats contre 2 tentacules et tu tombes. Les 8 bras du calmar serrent plus fort. Tu peux entendre la coque du bateau se fissurer. Le calmar est grand, mais il ne peut tout de même pas couler un grand objet en métal. Il n'a probablement pas pu couler les énormes navires qui ont disparu dans le triangle des Bermudes. Tu vois le calmar s'éloigner dans les profondeurs. Tu as eu de la chance cette fois-ci, mais tu n'arriverais certainement pas à gérer 2 monstres pareils en même temps. L'existence des calmars géants a été prouvée il y a plus de 150 ans. Mais les gens ne savent toujours rien d'eux. Le fait est qu'ils font partie des créatures les plus insaisissables sur Terre. Ils nagent vite et passent la plupart de leur temps à des profondeurs de 400 à 900 mètres. Pour y descendre, les gens ont besoin de sous-marins robustes et d'équipements encombrants qui font beaucoup de bruit. Les calmars les remarquent beaucoup plus tôt et s'éloignent à la nage. Les scientifiques ne savent rien de leur comportement, de leur vie sociale, de leurs habitudes ou de la distance qu'ils parcourent pendant la journée. L'océan n'est exploré qu'à 5%. Il est possible que des millions de calmars géants nagent dans les profondeurs de la mer. Imagine que des centaines de tentacules géants s'étirent vers un groupe de navires naviguant dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles passés, ils pouvaient facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs solides tentacules, faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs pointus. Les ventouses dentées pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants qui avaient la chance d'atteindre le rivage racontaient à tout le monde qu'il y avait d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du kraken. Heureusement, nous disposons aujourd'hui de sonars et d'équipements spéciaux pour surveiller l'espace maritime. Tu démarres le moteur pour retourner jusqu'au rivage et tu remarques qu'une trentaine de tentacules s'étirent vers toi depuis l'eau. 3 calmars géants pressent le bateau de tous les côtés et le tirent vers le bas.
Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de s'en sortir. Tu regardes par-dessus bord et tu vois des yeux noirs qui te fixent. À ce moment-là, tu trouves une solution. Les calmars passent toute leur vie dans l'obscurité et ont peur de la lumière. Heureusement, tu as une fusée de détresse. Tu utilises pour faire fuir les monstres. Les calmars replongent dans l'eau, mais apparemment pas pour longtemps. Tu lâches plusieurs autres fusées dans l'océan et tu hurles de peur. La lumière rouge illumine les ténèbres de la mer et tu vois des centaines de tentacules en mouvement. Ils s'éloignent rapidement du feu en nageant à une distance sûre. À plein régime, tu fonces vers le rivage et libères toutes tes fusées de détresse dans l'eau. Tu ne laisses aucune chance aux calmars de s'approcher de toi. Enfin, tu arrives à la terre ferme, convaincu que tu ne reviendras jamais ici. La mauvaise nouvelle est que ces créatures ne nagent pas seulement dans le triangle des Bermudes. On a trouvé des calmars géants dans les océans du monde entier. Certes, il est possible que le calmar géant soit la principale raison de la disparition des navires. Mais cela ne fait pas du triangle des Bermudes un endroit unique. Des bateaux et des cargos disparaissent partout dans l'océan Atlantique. Et le triangle ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. De plus, cette zone est l'une des zones maritimes les plus populaires de l'Atlantique. Et plus les navires naviguent à un endroit, plus il y a statistiquement de navires perdus. De nombreux scientifiques pensent que la raison principale de ces disparitions ici est la fréquence des fortes tempêtes et des ouragans. Les Bermudes sont situées dans une zone de haute pression qui détourne les orages vers le triangle. Les vagues atteignent ici des tailles telles qu'elles peuvent retourner les navires. Le tonnerre et les éclairs fréquents mettent les avions hors d'état de nuire. Le champ magnétique de la Terre est affaibli à l'emplacement du triangle. Ce champ fonctionne comme un bouclier qui repousse les particules solaires. Ici, le rayonnement solaire traverse les couches supérieures de l'atmosphère et peut affecter négativement le fonctionnement de l'électronique. Il existe aussi une théorie qui dit que le triangle des Bermudes est le centre d'une anomalie magnétique. Mais les scientifiques ont fait de nombreuses vérifications de la carte magnétique de cette région et n'ont trouvé aucune anomalie. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Il a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin, incomparable à tout ce qu'il avait vu auparavant. L'explorateur a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des indications erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que la zone existe réellement. Comme tu le sais probablement déjà, le triangle des Bermudes est situé près des Bahamas. Il y a une structure étrange et incohérente autour du fond des îles. De temps en temps, le sol habituellement sablonneux est remplacé par des trous sombres gigantesques, un peu comme l'antre d'une anguille géante. Le problème le plus courant avec ces cavités, appelées trous bleus, est que, parfois, les raz-de-marée peuvent leur faire produire des tourbillons et des vortex. Les plongeurs expérimentés disent qu'elles ressemblent à des chutes d'eau au milieu de la mer. En mars 1918, l'USS Cyclops, transportant un équipage de 306 personnes, a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire est passé par le triangle des Bermudes pendant son voyage et n'a plus jamais été revu. Il n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication, ce qui en fait le plus grand navire à avoir disparu dans le triangle des Bermudes. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'est jamais retrouvée. De nombreuses histoires font état de rapports que l'on aurait reçus d'avions et de navires disparus. On y mentionne des formations nuageuses étranges, des tunnels dans l'air ou au-dessus de l'eau, ou l'apparition soudaine d'un épais brouillard étincelant de lumière électrique. Comme le suggère la légende, certaines de ces anomalies sont non seulement capables de désorienter complètement n'importe quel navire, mais aussi de le faire tout bonnement disparaître de l'endroit où il se trouvait. Certains enthousiastes de cette théorie font le rapprochement avec les expériences de Joseph Hutchison, qui a tenté de prouver que les champs électromagnétiques pouvaient entrer en collision les uns avec les autres et produire toutes sortes de perturbations de la réalité en elle-même. Il a fait d'innombrables expériences dans lesquelles les champs électromagnétiques étaient capables de faire léviter des objets, de les faire voler hors de l'eau et de les faire s'illuminer. Hutchison lui-même pense que des choses similaires peuvent se produire dans des endroits spéciaux comme le triangle des Bermudes.
Il y a des structures étranges au fond de cette zone sinistre. Certains ont même signalé la présence de pyramides géantes. En réalité, les seules choses géantes ici sont les exagérations. Ces structures ne ressemblent pas du tout à des pyramides. Elles portent le nom de route de Bimini et se trouvent au nord-ouest de la côte de l'île de Bimini Nord. En fait, elles se composent de deux étranges formations rocheuses, ressemblant étrangement à des blocs de construction. Des recherches ont montré que les couches de sol sous-jacentes à la route de Bimini ne comportent que de la roche-mère, sans aucune cavité possible. Cela exclut vraiment toute possibilité que ces roches fassent partie d'un bâtiment. En 1800, le grand voilier USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire à être officiellement porté disparu dans le triangle des Bermudes. On pense que le navire a été emporté par une tempête. Mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, nous n'en serons jamais certains. La célèbre pièce de William Shakespeare, La Tempête, a été inspirée par le triangle des Bermudes. Des marins sont rentrés en Angleterre pour raconter des histoires d'eau impitoyables près des Bahamas, où des navires avaient mystérieusement disparu. Ces histoires sont parvenues au barde lui-même et ont inspiré sa dernière pièce, qui raconte l'histoire d'une tempête en mer transportant un navire vers une terre mystérieuse. Le naufrage dans la pièce de Shakespeare est basé sur un navire du XVIIe siècle du nom de Sea Venture. Il transportait des provisions de l'Angleterre vers la Virginie lorsqu'il a été frappé par une énorme tempête dans le triangle des Bermudes. Le Sea Venture a été battu par la tempête pendant 3 jours et a à peine réussi à atteindre le rivage. Les survivants de l'épave ont été naufragés dans une zone désolée des Bermudes pendant 9 mois. Le fond de l'océan dans cette zone est jonché d'épaves de navires du monde entier et de tous âges. Et comme tu peux l'imaginer, c'est un endroit idéal pour les chasseurs de trésors assez téméraires pour se mesurer à ces eaux mystérieuses. L'un de ces chasseurs de trésors a eu la chance de tomber sur une carte secrète, réalisée à partir de l'orbite de la planète dans les années 60 lors d'un des premiers vols spatiaux. Cette carte révèle de nombreuses coordonnées d'épaves de navires dans la région des Caraïbes. Le chasseur de trésors pensait que ces coordonnées devaient mener au reste du navire qui faisait partie de l'expédition de Christophe Colomb. Ce qu'il a trouvé, c'est un énorme objet non identifiable, recouvert de nombreuses couches de corail. De longues protubérances en sortaient par grappes de 5 dans différentes directions. D'autres objets identiques ont été trouvés à proximité. Juste au large des côtes du Japon se trouve le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiomaru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées et s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse, et les marins sont maintenant encouragés à l'éviter. Les habitants de l'île d'Andros, qui fait partie des Bahamas, ont une légende dans leur folklore à propos d'une créature géante et maléfique ressemblant à une pieuvre. On l'appelle Lusca. Personne ne sait quelle taille peut avoir cette créature, mais ils pensent qu'elle est responsable de la disparition de bateaux dans la région. Étrangement, des pieuvres géantes ont été vues à proximité, et même capturées. Mais elles étaient loin d'être aussi grandes que la créature légendaire. D'un autre côté, peut-il vraiment exister une pieuvre géante capable de traîner des navires au fond des eaux ? Aucune n'a atteint une telle taille à notre connaissance, si bien que cette version ne semble pas trop préoccupante. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le nord véritable et le nord magnétique sont exactement dans la même direction. Le nord véritable est le pôle nord géographique de notre planète. Le nord magnétique est dirigé vers le pôle magnétique nord qui bouge constamment autour de la Terre. Parfois, ces pôles coïncident. Et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement. Elle ne pointera pas exactement vers le nord. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre était affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité électronique des satellites qui volent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce fait, à lui seul, permet de résoudre le mystère.
Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est responsable du mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave retrouvée. Une théorie populaire suggère que les vagues scélérates seraient responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Des témoins disent que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. L'Alaska a aussi son propre triangle. Depuis la fin des années 80, 16 000 personnes y ont disparu. Les témoins oculaires de l'anomalie du triangle des Bermudes parlent d'un épais brouillard, d'éclairs, de boules de lumière et d'hallucinations. En Alaska, tout est un peu plus compliqué. Des gens, des avions, des bateaux disparaissent sans laisser de traces. Et il n'y a personne pour raconter ce qui s'est passé. En 1950, un avion a décollé d'Anchorage, en Alaska, en direction de Great Falls, dans le Montana. Il transportait 8 membres d'équipage et 36 passagers. 2 heures après le début du vol, le commandant a communiqué par radio que tout allait bien. Puis, silence. L'avion de 30 mètres de long a semblé s'évaporer dans les airs. 85 avions et environ 7000 personnes ont recherché l'avion. Aucune trace. Pas même une vis, un boulon, rien. Le mystère de cet avion a rendu célèbre le triangle de l'Alaska. Si tu regardes sur une carte, c'est une zone sauvage et très peu peuplée qui passe près des villes d'Anchorage, Barrow et Juneau.